Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Le dialogue national réclamé sous diverses formes comme stratégie de sortie de la crise multidimensionnelle qui vit notre pays depuis 2012 constitue une forte demande et de la classe politique et de la société civile. Aujourd'hui, alors que nous sommes à l'aube d'une possible réalisation, les avis sont tranchés entre les pros et les anti. Comment arriver déjà à une entente des acteurs? Tout d'abord, mesdames, messieurs, dans votre émission politique Les Débats de ce soir, le dialogue national inclusif, faut-il y aller ou non, avec Madame Si Kadiatousso, présidente de l'ADEMA Association. Elle a été également ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Elle fut alors la première femme gouverneure du Mali. Elle est actuellement la présidente de la plateforme Anko Malidron. Madame Si, bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation à vous. Merci vraiment. Notre second invité est M. Koniba Sidibé, président du parti MODEC, Mouvement pour un destin commun, ancien ministre de la promotion, de l'investissement et du secteur privé. M. Sidibé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Nyakoroye Samake, président d'honneur du parti PACP, Parti pour l'action civique et patriotique, ancien ambassadeur du Mali en Inde, est notre troisième invité. Monsieur Samake, bonsoir et bienvenue. C'est un plaisir d'être avec vous. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Et notre quatrième invité est M. Moussa Mara, président du parti Yelema, ancien Premier ministre du Mali. M. Mara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci bien. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est normal. Merci beaucoup. Je reste sur vous, M. Mara. Que devons-nous comprendre par dialogue national inclusif? Merci encore une fois de l'invitation. Je pense que les remerciements doivent aussi aller aux trois autres participants qui ont eu chacun à occuper des responsabilités importantes dans notre pays et dont l'implication au chevet du Mali n'a presque jamais fait défaut. Moi, je pense que, comme chacun le dit à sa manière depuis quelques années, parce que la nécessité pour les Maliens de se retrouver, de discuter, d'échanger autour de la crise, elle est apparue il y a pas mal d'années déjà. Et plusieurs organisations l'ont plus ou moins réclamé. Je pense que le caractère complexe et multidimensionnel de la crise dans laquelle notre pays vit, au point de désemparer non seulement, je dirais, les décideurs maliens, mais aussi les partenaires extérieurs, ont naturellement conduit à essayer de trouver des voies et moyens qui n'ont pas été utilisés jusque-là, afin de trouver les ressorts internes indispensables pour sortir le pays des difficultés. Et donc la nécessité d'écouter les Maliens eux-mêmes, qui sont les principaux concernés. Mais les Maliens, dans toute leur diversité et partout où ils sont, aussi bien sur le territoire national qu'à l'extérieur, la nécessité a fini par s'imposer. Et donc, c'est tout naturellement qu'au début de cette année, précisément au mois de février, je crois que les initiatives ont commencé à faire jour à travers quelques interventions du chef de l'État pour aller vers de l'ouverture, pour aller vers la concertation et qui a conduit à ce que nous sommes en train d'observer. Donc, à mon avis, c'est un processus. La crise, elle a recouvré plusieurs dimensions. Elle commence à atteindre des niveaux inquiétants. Tout cela nous a amené à ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Moi, je pourrais donner ces éléments-là dans un premier temps et je pense qu'au fur et à mesure du débat, on pourra peut-être aborder d'autres aspects de la question. D'accord. Merci à M. Mara, Madame aussi. Alors, selon vous, pour quelles raisons faut-il tenir ces dialogues? Merci. Je pense que le dialogue, l'idée du dialogue s'est imposée dès la sortie, dès la fin des élections, de l'élection présidentielle. C'est important de rappeler le contexte qui justifie
cette très forte demande du dialogue national inclusif. Au sortir de l'élection, avant l'élection présidentielle, il y avait déjà beaucoup de difficultés. Le pays vivait déjà beaucoup de difficultés. Et tous les secteurs étaient en crise, sans exception, tous les secteurs. Et l'insécurité était vraiment la préoccupation majeure. Et elle est devenue, comme disaient certains, de résiduelle, comme disaient certains, la qualifiaient certains, elle est devenue non seulement chronique, et elle s'est généralisée, elle a commencé à atteindre d'autres régions, d'autres localités du pays. Et au sortir de l'élection présidentielle, nous faisons partie des acteurs qui ont fortement demandé, souhaité que le président de la République initie très rapidement, entame un dialogue sincère avec l'ensemble des acteurs pour sortir de la crise. Parce qu'une crise post-électorale est intervenue, même si certains ne le reconnaissent pas. Il y a bel et bien eu une crise post-électorale. Donc la crise politique post-électorale s'est ajoutée à la crise multidimensionnelle dont a parlé M. le Premier ministre. Et puis tout naturellement, les Maliens se sont dit, on ne peut pas continuer comme ça. Les manifestations, dans un premier temps acceptées, ensuite réprimées violemment. Donc la situation était bloquée. Les gens ont commencé à dire, les Maliens ont commencé à dire, le pays est malade. Notre pays est malade. D'autres disent, le pays est en panne. Et donc tous les Maliens sont interpellés, chacun à son niveau, avec son intelligence, avec ses compétences, avec son engagement. Chacun doit s'investir pour sortir le pays de cette situation difficile. L'idée est venue d'aller vers le dialogue, un dialogue national réellement inclusif, cette fois-ci en posant tous les problèmes dont souffrent les Maliens et en disant clairement aussi, après le diagnostic, en disant, bon voilà, selon nous, quel est le remède ou quels sont les remèdes qu'il faut appliquer aux malades. Si le pays est malade, quel est le diagnostic et quels sont les remèdes. Donc c'est tout à fait normal que les Maliens se préoccupent de la tenue de ce dialogue national inclusif parce que, où que l'on soit, en tant que Malien, je pense que tous les Maliens rêvent d'un pays aujourd'hui uni, stable, prospère et en paix. Tous les Maliens rêvent de cela. Maintenant, comment y parvenir? Est-ce que c'est par la méthode ou par le mécanisme qui est aujourd'hui engagé par le président de la République et son gouvernement? Là est toute la question. Là est toute la question. Oui, c'est là où je crois qu'il y a effectivement des points de vue qui sont différents et certainement dans les débats, nous reviendrons là-dessus. Mais ce dialogue, en tout cas, nous considérons que c'est une chance. S'il est mené comme nous le souhaitons, comme beaucoup de Maliens le souhaitent, c'est une chance historique pour le Mali de se sortir de cette situation. Et nous sommes convaincus que les Maliens en ont l'intelligence, la capacité et la volonté et qu'ils peuvent réussir cela. D'accord, merci Madame Si. Monsieur Sidibé, alors, nécessité de dialoguer, l'idée du dialogue qui s'est imposée. Alors finalement, on parle de dialogue national inclusif. L'inclusivité, justement, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est que le dialogue national inclusif? Bien, je crois que M. Moussa Mara et Mme Si ont déjà dit l'essentiel à ce niveau. Moi, je voudrais insister sur un autre aspect, qui est que le dialogue devienne nécessaire parce que tout simplement, Ibeka a été élu en 2013 avec une très forte majorité. Il a eu la totalité du pouvoir pour gérer le pays. Il a ses solutions, ses programmes. Malheureusement, tout cela a échoué. Donc, le pays est arrivé à un niveau où, manifestement, Ibeka n'a pas la solution pour le Mali. Et s'il a conscience de la gravité de la crise, que ces solutions n'ont pas marché, que la manière dont ils ont géré le pays est problématique et que nous sommes pratiquement le nez dans le mur, il y a deux solutions. Soit on s'assoit pour parler, soit on continue dans l'affrontement, d'où peut sortir ce que personne n'attend, qui n'est pas forcément l'intérêt du pays. Donc il faut que cela soit clair. Si l'une des parties ne reconnaît pas que, en fait, seule
ils ne peuvent plus régler ce problème, qu'ils ont besoin de l'ensemble de la nation. C'est ça l'inclusivité. Que tous les segments de la société malienne soient représentés et que leur point de vue soit pris en compte. Mais maintenant, la question est de savoir, est-ce que Ibeka et son gouvernement ont conscience de la gravité de la situation? Est-ce qu'ils ont conscience que seuls, ils ne peuvent pas régler ce problème? Tant qu'ils n'auront pas conscience de cela, le dialogue, ce sera un bavardage. Approchez le micro. Il dit, tant qu'ils ne prendront pas conscience du fait que seuls, ils ne peuvent plus régler ce problème, que la tentative de régler le problème seul a échoué, que maintenant, il faut que l'ensemble des Maliens et des Maliennes s'asseyent pour trouver une solution à la crise. Je pense que c'est cela où l'affrontement continue, d'où peut sortir ce que personne n'attend. Merci, M. Sidibé. M. Samaké, un dialogue national inclusif, à quelle fin, selon vous? Les Maliens ont fait confiance au président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Au sortir des élections, il y a eu des contestations. Et les élections se sont tenues dans un contexte que tout le monde connaît. Alors, en toute humilité, le président a reconnu que seul il ne peut plus gérer ce pays. Que seuls les problèmes sont aussi profonds qu'il faut que l'ensemble des filles et des fils se rassemblent. Ce que beaucoup ont demandé. Ce dialogue s'inscrit dans le sens de la reconnaissance que M. Sidibé vient de demander. Si Ibeka n'avait pas reconnu cela, que les problèmes sont graves, que la solution réside uniquement et seulement dans un peuple uni et rassemblé derrière les autorités. Il arrive des moments dans la vie d'un peuple où résolument le peuple de derrière ses autorités décide. Ce dialogue est une chance, comme Mme Sy l'a dit, pour non seulement le peuple malien d'imposer une feuille de route, d'imposer les conditions d'un vivre ensemble, mais particulièrement l'opportunité du changement générationnel tant souhaité. Parce qu'il est évident que les mouvements démocratiques qui ont pris le pouvoir au nom du peuple ont, à un certain moment, enlevé le micro du peuple et se sont engagés dans un monologue. Dans ce pays, on a oublié de se parler, on parle les uns des autres. Aujourd'hui, faisons de ce dialogue une réussite. Il faut qu'il y ait une volonté populaire. Ce dialogue n'appartient ni à Ibeka, ni au gouvernement, ni aux autorités en entier. Ce dialogue est malien, ce dialogue est national et inclusif. Personne ne doit rester en demeure. Rassemblons-nous en tant que peuple malien solidaire, uni, pour avancer, pour que nous puissions sortir de cette crise qui n'a que trop duré. Merci, M. Samaké. M. Mara, quels sont, ou quand vous aurez encore la parole, excusez-moi de respecter l'ordre de la distribution de la parole. Excusez-moi, Madame Sy. M. Mara, alors quels sont les objectifs assignés à ces dialogues-là? Bon, si nous prenons le processus qui a été engagé par le chef de l'État, aujourd'hui c'est ce processus qui est en train d'être conduit et qui a constaté une étape importante il y a 2 semaines avec l'atelier de validation des termes de référence. Je pense qu'il est rappelé dans les termes de référence que l'objectif général est d'amener l'ensemble des composants de la nation malienne. Je pense que nous sommes tous d'accord que le dialogue doit être inclusif et il doit regrouper l'ensemble du peuple à travers toutes les organisations politiques, sociétés civiles, autres organisations qui sont sous une forme ou une autre représentative de toutes les diversités de notre pays. Et donc l'objectif général, c'est de regrouper toutes ces composants de la nation pour parler des causes profondes de la crise et faire ressortir les solutions.
Je pense que ça, c'est l'objectif général. Maintenant, toujours dans les termes de référence, l'objectif général est décliné en objectifs spécifiques. Et quand vous abordez ces objectifs spécifiques, vous vous rendrez compte que l'essentiel des problèmes majeurs de notre pays, ils sont abordés. Les questions de sécurité, évidemment, parce que les questions de sécurité sont évidentes, mais aussi les questions institutionnelles et politiques, les questions de gouvernance, les questions qui concernent l'administration, le fonctionnement de l'État, les rapports entre l'État et les citoyens, mais aussi les questions économiques et enfin les questions sociales dans toutes leurs dimensions. Donc quand on regarde ces termes de référence, on voit à peu près que l'essentiel des problèmes y sont abordés. La question essentielle, importante, c'est d'abord d'assurer l'inclusivité. Ça, ce n'est pas encore évident. Il y a des enjeux importants, je pense que nous en parlerons. Et ensuite, c'est d'organiser les débats de telle sorte que les gens puissent véritablement s'exprimer, dire ce qu'ils ont dans le cœur, mais aussi faire sortir leurs propositions. Il est prévu que les débats aient lieu depuis les communes jusqu'au niveau national. Ce qui est aussi quelque chose qui est appréciable, parce qu'à l'origine, ce n'était pas tout à fait ce qui était prévu. Mais il est ressorti de l'atelier de validation que ça commence dans les communes, partout où cela est possible. Ensuite, ça se poursuit au niveau des cercles, les communes de Bamako, après les régions et le district de Bamako, la diaspora, à travers les ambassades, et ensuite maintenant un forum national pour un peu récapituler tout ça. C'est à peu près ce qui est indiqué dans le format qui a été retenu par les équipes qui ont été mises en place par le chef de l'État et le gouvernement. D'accord, merci M. Mara. Madame Si, la méthodologie utilisée jusque-là, la méthodologie, je crois que c'est bon votre micro, la méthodologie utilisée jusque-là est-elle bonne pour l'atteinte de ces objectifs que vient de nous citer? Non, je ne crois pas. Nous avons déploré cela. Nous avons salué l'initiative de ce qu'on appelle le triumvirat, c'est-à-dire les facilitateurs, de se mettre à l'écoute vraiment du maximum d'acteurs politiques, sociaux, etc. Mais lorsque nous les avons rencontrés, par exemple, je me rappelle, nous avons insisté sur un certain nombre d'éléments. Nous avons dit que le facteur confiance est extrêmement important. C'est-à-dire ceux qui doivent participer au dialogue national inclusif, s'ils n'ont pas confiance, réellement confiance dans ce qui va se passer, dans le processus, et tout le processus, pas seulement inviter les gens à participer au débat, une fois que les débats vont être organisés, mais dès le départ du processus. S'il n'y a pas une inclusivité dès le départ du processus, il y a problème. Donc nous avons déploré à ce niveau un raté au niveau du démarrage de ce processus de dialogue national inclusif. Pourquoi? Parce que ceux qui se sont mis d'accord pour signer l'accord politique de gouvernance, il est clair qu'une bonne partie de la classe politique, et pas des moindres, des acteurs majeurs de la classe politique qui n'ont pas signé cet accord politique de gouvernance, donc ont été du coup mis à l'écart de la gestion du processus même du dialogue. Il aurait fallu, et nous avions souhaité, que le triumvirat, comme ce sont des facilitateurs, qu'ils arrivent à convaincre les autorités qu'il faut revoir cette question-là, et au plus vite, pour que tout le monde se sente concerné. Ensuite, nous avons insisté sur l'aspect communication. Qu'est-ce que nous avons constaté? Pendant qu'on lance l'idée du dialogue national, que le président de la République installe le triumvirat au cours de cette cérémonie, il a dit des choses qui ont beaucoup peut-être rassuré les Maliens qui s'inquiétaient. Il a parlé non seulement de l'inclusivité, mais il a dit aussi qu'il n'y aurait pas de sujet tabou. Que vraiment ça va être très ouvert et que les décisions qui seront prises seront tout le monde doit se sentir obligé d'appliquer ces décisions. Donc c'est opposable à tous. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'évidemment, on a commencé à travers les discours à dire il ne sera pas question de ceci, à commencer par le président de la République lui-même, il ne sera pas question de cela. Donc on s'est retrouvé dans une situation où on a commencé à faire un peu de la sensibilisation, comme ils disent, et de l'information sur des questions
qui constituent en réalité les préoccupations majeures du gouvernement aujourd'hui. Et toutes ces questions-là sont centrées, sont axées sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. Nous avons dit au triumvirat, si on ne fait pas attention, cette communication qu'on est en train de faire tous azimuts sur l'accord pour la paix et sur la révision de la Constitution, c'est très clair que les Maliens vont comprendre qu'en fait, l'objectif final, le principal objectif, ce qui est recherché par le gouvernement, c'est réellement aller vers la révision de la Constitution pour prendre en compte des dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. Et si c'est cela, les Maliens n'accepteront pas cela. Donc, tout en disant c'est ouvert, d'un autre côté, on verrouille. Et je termine sur ce point en disant que lorsque vous relisez l'accord politique de gouvernance, c'est très surprenant qu'on insiste lourdement sur la question de la révision de la Constitution. Vous prenez certains des articles, et j'étais étonné quand j'ai relu ça hier, deux des articles insistent, il y a un des articles même qui dit clairement qu'il sera obligatoirement inscrit dans les thématiques du dialogue national inclusif, la question de la révision de la Constitution. Et immédiatement après l'article qui suit, dit clairement aussi qu'il va y avoir un projet de loi sur la révision de la Constitution. Donc le gouvernement de mission, je ne sais pas comment on l'appelle, en tout cas le gouvernement issu de l'accord politique du gouvernement, indique clairement qu'il soutient l'accord et qu'il va mettre en œuvre l'accord et qu'il faut qu'on aille vers la révision de la Constitution. Alors que pour nous, ce qu'on entend par dialogue national inclusif, c'est de donner la possibilité aux Maliens de venir ensemble faire le diagnostic des maux dont souffre le Mali, des défis qu'ils doivent ensemble relever, et à partir de là, d'établir leur feuille de route, de prescrire, si c'est un médecin, prescrire un traitement aux malades, et de dire voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut. Mais ne pas anticiper déjà en disant on va réviser la Constitution, on va appliquer l'accord. Ça a créé un problème. Le dernier point sur lequel on a insisté, c'est la question du temps. Lorsque vous voyez les termes de référence, ils disent le délai, nous avons dit attention au délai. Si vous voulez aller à la va-vite, mener ça à la hussarde, comme diraient certains, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire juste des débats où chacun va venir, ça va faire un défoulement collectif. Les gens vont venir dire tout ce qu'ils ont sur le cœur. Sinon, le diagnostic est déjà connu. Les maux dont souffre le Mali sont connus. Donc, les gens vont venir déverser, certains diraient, leur bile, et ils vont proposer des solutions. Et ça va, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre ça et on va mettre ça dans les tiroirs. Le caractère, le sort réservé aux résolutions ou aux recommandations du dialogue national inclusif est totalement occulté et était occulté dans les termes de référence, mais le discours du Premier ministre à la clôture de l'atelier de validation a mis les choses au clair. Ce ne sera pas une conférence nationale bis, même s'il dit qu'après la conférence nationale de 92, c'est le premier grand événement, l'événement politique le plus important, mais on ne se réfère pas, on ne prend pas exemple sur la conférence nationale de 92. Donc ça veut dire quoi? On va discuter pendant une semaine ou 2 semaines, c'est selon, c'est eux qui vont décider du délai. Et au bout du compte, on va sortir avec des résolutions et des recommandations. Bon, personne ne peut garantir que ces résolutions et ces recommandations-là seront appliquées. Et si c'est cela, bon, vraiment, ça ne sert à rien de perdre de l'argent public encore dans l'organisation des débats. Et Monsieur le Premier ministre, en fait, les termes de référence là avaient déjà prévu que, en tout cas ceux que nous avons reçus, parce que je crois qu'il y a plusieurs versions qui ont circulé, la version que nous avons reçue avait effectivement prévu déjà que ça commençait au niveau commune, que ça remontait cercle et région. Mais voilà, ça n'a pas été clair. Maintenant, là où on s'est interrogé, c'est quand ça vient du niveau commune au niveau cercle, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les résolutions, les recommandations au niveau communal vont remonter au niveau cercle et ce sont les représentants, les délégués des cercles qui vont défendre leurs résolutions, leurs recommandations, ou bien c'est les représentants de l'État qui vont, comme ils avaient dit, assurer le secrétariat, qui vont... Donc, il y a peut-être eu des changements, mais nous ne sommes pas encore informés. Je crois qu'il aura la possibilité de répondre voilà. à ces On n'a pas encore questions. à ce jour, ça fait, je pense, presque une semaine que l'atelier de validation est terminé. À ce jour, je ne crois pas, en tout cas, nous ne sommes pas informés de la publication du rapport de cet atelier. Normalement, après chaque atelier, on doit produire un rapport général qui fait la synthèse des travaux de groupe.
à notre connaissance, en tout cas pour le moment, ce n'est pas sorti. Et nous espérons que cela va sortir. Ça nous permettra de voir si les préoccupations des uns et des autres, de tous ceux qui ont été écoutés par le président et par le triumvirat, si tout est au cours des ateliers, si tout cela a été pris en compte. Mais pour le moment, on ne sait pas. Merci, Madame Si. Monsieur Sidibé, les objectifs sont vraiment nobles, mais est-ce que la méthodologie utilisée jusque-là, selon vous, nous permettra d'atteindre ces objectifs-là, en plus de ce que vient d'évoquer Madame Si? C'est vrai que les objectifs sont nobles, mais est-ce que nous avons-nous tous la même compréhension des objectifs? C'est une question qu'il faut se poser. Ça paraît évident, tout le monde veut se mettre d'accord, tout le monde veut discuter de tout, trouver des solutions. Ce n'est pas ça l'objectif. Mon ami Yassamake l'a bien formulé tout à l'heure dans son intervention. Imposer une feuille de route. C'est comme ça que nous l'entendons. En tant que membre de la majorité présidentielle, si c'est sa vision, c'est bien. Ça veut dire qu'on va être d'accord sur ce point. L'objectif pour nous est clair, que les Maliens et les Maliennes se mettent ensemble, qu'ils analysent les problèmes, qu'ils trouvent des solutions qui vont être appliquées, nécessairement appliquées. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Et pour revenir à la méthodologie, vous savez, c'est deux personnes qui ont confiance l'une en l'autre qui peuvent dialoguer. C'est le préalable, la confiance. Et moi, je dirais que ce dialogue a mal démarré. Il a mal démarré parce que le président a posé un certain nombre d'actes. Il n'a jamais arrêté de saper la confiance entre les deux parties. Je voudrais d'abord rappeler que le président a rencontré Soumaïla Cissé à plusieurs reprises avant que tout cela ne commence, au moment où la crise était à son paroxysme. La grande marche organisée par les religieux, avant et après. À cette époque-là, Ibeka avait donné le sentiment d'avoir compris que la situation est extrêmement grave. Il a rencontré Soumaïla Cissé à plusieurs reprises. Et ils étaient convenus des choses par rapport à ce dialogue. C'était quoi? C'était de dire, oui, monsieur le président, nous sommes prêts, nous en tant qu'FSD, à aller au dialogue. Mais attention, pour que nous fassions tout ensemble, que le processus même qui conduit au dialogue soit inclusif et partagé. Ce n'est pas le dialogue qui doit être inclusif seulement, c'est le processus qui y conduit. Et ils ont convenu d'un certain nombre de choses en disant, bon, désormais pour toutes les questions fondamentales, nous travaillerons là-dessus ensemble et nous allons tracer le cadre du dialogue ensemble. Entre-temps, Ibeka, qu'est-ce qu'il fait? Parce que, entre-temps, il y a eu une certaine décrispation. Soumaïla Boubèye Maïga est parti. La rue est redevenue un peu plus paisible et plus calme. Une partie de l'opposition l'a rejoint au gouvernement. Je crois qu'il a eu simplement le sentiment que la crise était finie. Et qu'il n'a plus besoin de parler avec personne. Qu'est-ce qui me fait dire cela? D'abord, il a nommé son Premier ministre, sans consulter personne, en disant ce sont mes prérogatives constitutionnelles. Mais attendez, s'il doit s'en tenir à ses prérogatives constitutionnelles, pourquoi on va dialoguer? Il n'a qu'à les appliquer, ces prérogatives constitutionnelles. Ensuite, il était convenu quasiment que les grandes questions allaient être débattues dans le cadre du dialogue. L'une de ces grandes questions, c'est quoi? C'est le mandat des députés. Entre-temps, il a prorogé cela. C'est quand même une affaire très très sérieuse, la question du mandat des députés. Une autre question, c'était quoi? C'est l'entente nationale. Des gens ont été tués au nord. Des préfets et sous-préfets ont été égorgés à Kidal. Nos soldats ont été éventrés à Aguelhok. Des femmes ont été violées, des mains ont été coupées. Vous pensez franchement que quand il s'agit de prendre une loi par rapport à cela, que le président peut envoyer comme ça un projet de loi à l'Assemblée nationale et les gens décident? Pour nous, c'était une question majeure. Ibeka a décidé tout seul sur ça. Je peux continuer sur cette liste-là. En fait, Ibeka s'est dit simplement, maintenant je peux, ça y est, c'est terminé, la crise est terminée, je continue.
Un autre élément me fait dire que ce dialogue que nous voulons sérieux, Ibeka ne tient plus trop à ce dialogue. Parce que quand tu tiens au dialogue... J'aurais voulu, en un premier temps, que nous soyons vraiment je parle du démarrage. La méthodologie. Oui, mais c'est la méthodologie. Okay. La méthodologie, c'est le départ, c'est le démarrage. Parce que si tu veux aller à un dialogue avec quelqu'un, le démarrage, c'est d'abord la confiance. Tu cherches à consolider la confiance au lieu de la saper. Quand tu vas insulter Soumaïla Cissé dans Jeune Afrique le 30 juin, en disant que bon, au Mali, il n'y a pas de crise, tout cela, c'est le bouderie d'un homme inconsolable de ne pas pouvoir être allé à Koulouba. Mais il nous a tous insultés. Tous ceux qui étaient dans la rue en ce moment. Les 10 000, 15 000 personnes qui sont sorties pour manifester leur mécontentement, il les a tous insultés. Vous croyez que franchement, on va au dialogue de cette manière-là? Donc, le démarrage déjà a totalement tout raté parce qu'il a sapé la confiance. Et nous avons eu le sentiment que d'un côté, il y a des gens qui veulent aller à un vrai dialogue, qui travaillent à cela, y compris dans la majorité, mais que de l'autre côté, il y a des forces de l'ombre, dirigées par Ibeka lui-même, personne, qui sapent la confiance, qui viennent nous intimider avec des menaces. Ah oui, il n'y aura pas de conférence nationale souveraine, il n'y aura pas un troisième tour à l'élection présidentielle. Mais il dit ça à qui? D'accord, merci. Il dit ça à qui? Merci. Franchement. D'accord. Merci, M. Sidibé, M. Samaké. La méthodologie utilisée jusque-là et le processus. Elle est particulièrement bonne, le processus. Le dialogue national inclusif est organisé partout en Afrique en ce moment. C'est une mode. C'est à la mode. Mais nulle part, nous avons vu les précautions prises par le triumvirat. Les précautions, le temps pris pour inclure tout le monde. Je dirais, la méthodologie aujourd'hui est inclusive, mais elle n'est pas obligatoire. On ne peut pas aller traîner les gens et les amener à un dialogue. Elle est inclusive. Personne n'est exclu. Absolument personne. Et l'opposition et la majorité. C'était une demande forte des Maliens. Et de l'opposition et du peuple tout entier. Tout ce que M. le ministre vient de dire sont des sujets de préoccupation. Mais c'est des sujets aussi qui concourent à attester de la nécessité d'un dialogue. C'est quand des frères s'entre-déchirent qu'on leur demande d'aller à un dialogue. Ce n'est pas quand tout va bien, quand il y a la confiance, quand on s'embrasse, qu'on nous demande d'aller à un dialogue. On ne peut pas résoudre ce problème-là à l'écart. Tout ce qu'on dit ici aujourd'hui doit être dit au dialogue. On ne peut pas commencer le dialogue avant le dialogue. C'est vrai qu'ils ont des préoccupations qui sont pertinentes. Mais cela n'a en aucun cas une raison de se soustraire. Puisque nous savons que ce dialogue n'est ni pour Ibeka, ni pour un régime. Ce dialogue est l'expression, le cri de cœur d'un peuple meurtri. Donc je demande simplement que les uns et les autres, par rapport à la méthodologie, je l'ai dit, le triumvirat a pris le temps nécessaire jusqu'à ce que certains se sont impatientés pour écouter tout le monde. Tout ce qu'ils ont demandé ont été mis sur la table pratiquement. On est parti d'un dialogue politique à un dialogue national. Un dialogue politique issu d'un accord politique. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas s'entendre sur tout avant le dialogue. C'est juste un roadmap qu'on nous a donné et qu'on doit s'entendre. Tout ce qu'on a reproché aujourd'hui, ce n'est plus Ibeka qui gère ou qui facilite ou qui est chargé de la méthodologie. C'est nous-mêmes. Nous nous sommes représentés. Nous nous sommes assis au CICB pendant 3 jours. Nous avons pris en compte les préoccupations majeures, les raisons fondamentales qui font que certains pourraient ne pas aller. Mais ce que nous nous sommes dit aussi, la méthodologie est que même s'il faut attendre pour que les uns et les autres puissent comprendre l'imposition de ce dialogue. Et donc moi, je trouve que cette méthodologie
elle a été exhaustive, elle a été particulière. Nous devons l'apprécier en tant que telle. D'accord. Merci, M. Samaké. M. Mara, quelle appréciation vous faites de la méthodologie utilisée? D'abord, quand j'écoute Monsieur le ministre Koniba et Yann Samaké, je dis qu'il faut faire attention parce que le dialogue n'est pas les discussions entre la majorité et l'opposition. La majorité et l'opposition aujourd'hui, si on les mettait ensemble, en termes de poids politique, ne représentent pas la majorité des Maliens. Et je dirais même, si on prend l'ensemble de la classe politique, y compris nous et d'autres, je ne suis pas sûr aujourd'hui que nous tous, nous représentions la majorité des Maliens. Donc il ne faut surtout pas réduire la nécessité pour l'ensemble des composants de notre pays de se parler à des discussions entre la majorité et l'opposition. Ça, c'est un piège qu'il faut éviter. La deuxième chose, moi je fais partie de ceux qui ont toujours demandé à ce que le chef de l'État et le leader de l'opposition se parlent et s'entendent. Il faut déplorer que cela n'ait pu aboutir. Et il faut aussi être d'accord avec le ministre Koniba quand on dit qu'il y a eu des erreurs imputables au chef de l'État et à la majorité. C'est incontestable. Cela étant dit, est-ce qu'il faut tout stopper? Ou est-ce qu'il faut tout rejeter? Moi, je ne le pense pas. Je vais donner un certain nombre d'éléments pour montrer que le processus n'est pas aussi verrouillé qu'on le pense. Il est vrai que le gouvernement, en engageant le processus, avait son propre agenda et voulait amener le dialogue dans certaines directions. Je dirais que cela, à la limite, est compréhensible. Mais lors de l'atelier de validation, là où les débats ont été ouverts à la diversité de notre pays, la société civile en particulier, il y a eu beaucoup de digues que le gouvernement avait voulu monter qui ont sauté. Je vais donner juste l'exemple de l'accord de paix. Dans la compréhension du gouvernement, le dialogue devrait aboutir à l'accélération de la mise en œuvre de l'accord de paix. Et lors de l'atelier, la mise en débat préalable de l'accord de paix s'est imposée. C'est-à-dire, avant de parler d'accélérer la mise en œuvre, on va d'abord mettre en débat l'accord de paix. Et ça, ce n'était pas la compréhension du gouvernement. Et c'est ce qui apparaît dans les termes de référence corrigés à la suite de l'atelier de validation. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, la compréhension du gouvernement toujours, c'était effectivement que le dialogue puisse aboutir au référendum, à la nécessité de changer la Constitution. Là aussi, en application de l'accord de paix. Et là aussi, lors de l'atelier de validation, cet argument a été battu en brèche. Et c'est le principe même de la nécessité du référendum qui sera mis en débat. Est-ce qu'aujourd'hui, il est opportun de faire un référendum constitutionnel? Je pense que c'est de cela dont les Maliens vont parler d'abord, avant de penser éventuellement à modifier la Constitution et à l'appliquer. Pour simplement dire que l'exercice n'est pas aussi verrouillé. Le gouvernement a ses intentions. Mais la société, elle est diverse, elle est variée, et les Maliens vont participer au processus, et c'est finalement, moi je pense, l'opinion des Maliens qui s'imposera. En tout cas, clairement dans le processus. Après, la question de la mise en œuvre se posera. Ça, c'est un autre débat. Ce débat, on pourra le mener. Mais au préalable, sachez, tel que nous l'avons vu dans l'atelier de validation, et ensuite dans les termes de référence, que le processus n'est pas verrouillé, loin de là. Le Premier ministre a aussi ajouté à la crédibilité de l'exercice. Puisqu'il s'est engagé devant tout le monde, personne ne l'a obligé à le dire, a indiqué très clairement qu'il attend les conclusions de l'exercice et qu'à la suite des conclusions de l'exercice, il va faire sa déclaration de politique générale. Ça veut dire qu'il a l'intention au moins d'endosser, on va dire, une partie des résolutions du dialogue. Ce qu'il faut noter, et je terminerai par là, c'est que ce dialogue est structurel, il n'est pas conjoncturel. Il va aborder des questions de fond. Et les solutions à apporter aux questions de fond, quelquefois, vont dépasser
1, 2 ou même 3 mandats présidentiels. C'est clair. Si aujourd'hui on veut apporter des solutions structurelles au problème de l'éducation du Mali, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit résolu d'ici 2023, par exemple. La question de la corruption, même la question de l'armée, ce sont des questions de fond, je pense, dont la solution nécessitera beaucoup de temps. Ce qui va être imputable à cette gouvernance, et ils vont essayer de le faire. S'ils le font, tant mieux. S'ils ne le font pas, le peuple sera témoin de leur acte. Pour moi, il faut donner la chance à cet exercice. Il ne faut pas le rejeter d'emblée. Et j'ajoute que nous faisons partie de ceux qui réclament à corps et à cri que l'opposition, qui politiquement aujourd'hui est forte et représentative, participe au processus. La semaine dernière seulement, je l'ai dit au Premier ministre, lors d'une réunion, il a bien voulu nous inviter. Il faut faire en sorte que le FSD participe au processus. Donc, il faut aussi que le FSD comprenne que ce processus, il est national. Comme Yaya vient de le dire, ce n'est pas Ibeka qu'il faut voir, il faut voir le pays. Ibeka est à la tête du pays aujourd'hui, demain quelqu'un de l'opposition peut être à la tête du pays. Il faut voir le pays et voir comment nous pouvons adresser les maux structurels du pays et apporter des solutions et ensuite les mettre en œuvre. Merci M. Mara. Madame Si, on parle de dialogue national inclusif. Si cette inclusivité est vraiment nécessaire, pourquoi ne pas y aller? Bon, pour les raisons que j'ai commencé à évoquer, d'abord parce que nous ne croyons pas à l'inclusivité. Personne, je ne crois pas qu'un Malien aujourd'hui, à part une catégorie de Maliens qui vit de la crise, c'est-à-dire qui s'enrichit de cette situation-là, de cette crise multiforme, à travers la corruption, à travers les trafics d'armes, de drogue, et toutes sortes d'êtres humains, à part cette catégorie de Maliens-là, aucun Malien aujourd'hui ne peut rejeter ce principe-là, cette idée de dialogue national, pour que les gens se retrouvent et dégagent, comme ça a été dit avant moi, une feuille de route qui va ouvrir la voie véritablement à une sortie de crise endogène et durable. Ça, c'est clair. Mais vraiment, il y a des problèmes. Lorsque vous dites le président, ce n'est pas le dialogue de Ibeka, mais il est quand même le chef de l'État. C'est lui qui initie ce processus-là. Même s'il confie la mise en œuvre au Premier ministre, c'est d'abord lui. C'est lui qui doit faire le portage politique de ce dialogue. Si c'est toute la nation qui est concernée, c'est d'abord lui. Or, je suis désolé de le dire, jusque-là, les actes qu'il a posés ne rassurent pas quant au sort qui sera réservé aux résolutions du dialogue national inclusif. Le triumvirat est constitué de personnalités très respectables. Je crois que tous les Maliens les respectent et ont une grande considération pour ces personnalités en raison de leur parcours. Ce n'est pas ça qui est en cause. Le problème, c'est qu'ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils ne sont que des facilitateurs. Ils ne vont pas décider. En dernier ressort, celui qui décide, c'est le président. Et aujourd'hui, c'est Ibeka. Et l'exemple qu'il nous a donné à travers la conférence d'entente nationale ne nous rassure pas. Parce que conférence d'entente nationale, on est venu, on a discuté, ceux qui ont accepté d'y participer. Nous faisons partie de ceux qui ont fait un plaidoyer pour qu'on y aille. Au résultat, qu'est-ce qui se passe? Il est le premier à venir remettre en cause certaines des résolutions et des recommandations. Il aurait même pu attendre, dire je vous ai entendu, avec le gouvernement, on va voir ce qu'on peut faire, mais non, dès la clôture, il a annoncé les couleurs. Première chose. Deuxième chose, les termes de référence de la conférence d'entente nationale, si vous vous en souvenez, avaient bel et bien pris en compte la question de la charte pour la paix et la réconciliation. C'était prévu là-dedans. Et nous, on était préparés à discuter de cette question-là. C'est le dernier jour de la conférence d'entente nationale qu'on nous a annoncé que cette question-là est retirée de l'ordre du jour. Et nous savons que c'est sous pression des groupes rebelles armés qui ont dit clairement que ce qui est prévu dans l'accord pour la paix et la réconciliation, c'est que ce soit les parties signataires de l'accord qui, ensemble, définissent le contenu de cet accord, de cette charte pour la paix. Donc, la question, ce n'est pas une question de personne, mais si on a quelqu'un qui doit décider, qui doit donner des gages de confiance à tous ceux qui doivent participer, il faut qu'il le fasse. Pour nous,
les débats de fond, là, Monsieur le Premier ministre, c'est tellement important, justement parce que c'est des questions importantes, fondamentales. On ne doit pas aller trop vite dans la gestion de ce processus-là. Prenons le temps. Si nous ne voulons pas rater l'occasion, prenons le temps. Et si on veut faire un dialogue sur 1 semaine, 2 semaines, on n'aura pas, ce n'est pas possible d'aborder les questions de fond et de se mettre d'accord sur ce qui va être appliqué ou ce qui ne pourra pas être appliqué. Pour nous, il n'est pas, vous dites qu'il n'est pas totalement verrouillé. Mais pour nous, il est déjà verrouillé parce qu'on met en avant, ce qu'on met en avant là, c'est ce qui va être retenu, ce qu'on met en avant partout dans les termes de référence et dans l'accord politique de gouvernance, je l'ai dit déjà, c'est des questions qui sont fondamentalement liées à la mise en œuvre de l'accord pour la paix. C'est ce qui est mis en avant et c'est ce qui, en dernier ressort, va sortir. Si on ne nous dit pas que les décisions qui vont être issues de ces assises-là, que ces décisions-là vont être exécutoires, que ça va être, que les décisions, ces assises seront souveraines, si on n'assure pas la souveraineté de cela, ça veut dire que comme les autres forats, comme les autres assises, il y en a eu tellement dans ce pays-là, vont rester dans les tiroirs. Et à ce moment-là, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas aller au dialogue. On ne veut pas juste servir de faire valoir pour qu'on dise tout le monde était là. Et comme l'ORTM aime bien le dire, en gros titre, validation unanime, les termes de référence ont été validés, je crois, ils ont dit unanimement, unanimité, parce qu'on recherche l'unanimité. On ne peut pas avoir l'unanimité sur des questions comme celle-là. Donc, se parler, oui, mais se parler franchement et sur des questions fondamentales et se faire confiance mutuellement et accepter qu'une partie des Maliens qui décident de ne pas y aller, ce n'est pas négligeable. Et je suis désolé, monsieur le maire, Excellence, Ibeka a accepté malgré lui l'idée d'aller au dialogue. Hein. Il ne faut pas faire croire que c'est de gaieté de cœur parce qu'il a bien voulu, il est compréhensif, etc. Il a perdu énormément de temps. On est sorti des élections depuis septembre 2018. On a demandé immédiatement qu'il prenne des initiatives. Il a attendu 6 mois, 7 mois, parce qu'il n'acceptait pas qu'on dise que ces élections-là se sont mal passées. Il n'a jamais accepté cela. Donc, il a pris tout son temps jusqu'à se calmer. À ce moment-là, il a commencé à faire, comme on dit, la décrispation. Et nous étions tous rassurés par rapport à ça. Donc, nous avons eu des difficultés à participer à cet atelier de validation parce que dès que nous avons reçu les termes de référence, nous avons compris que malgré la bonne foi des facilitateurs et tout ce qu'ils avaient fait comme écoute, qu'en réalité, nos préoccupations majeures n'avaient pas été prises en compte. S'il y a eu un changement, on verra, c'est tant mieux, mais comme je l'ai dit, on n'a pas encore reçu ça, mais que les gens discutent et que ça remonte au niveau national. Et voyez, monsieur le Premier ministre, la liste des participants. C'est là où vous allez comprendre ce qui se passe. Si vous voyez la liste des participants, les officiels, ce qu'on pourrait appeler les semi-officiels ou les para-officiels, tous ceux qui sont plus ou moins proches des pouvoirs publics, ils constituent une grande majorité des participants. Donc on va aller à ce dialogue-là. On va être une petite minorité et on va dire, mais c'est la loi de la majorité. Donc il faut accepter de se plier à la loi de la majorité. Et la plupart de ces participants-là ne vont pas participer réellement au débat. Ils seront là juste pour faire, comme on dit, la figuration. Et nous pensons que c'est trop important pour cela. Nous pensons que cet exercice-là est extrêmement important. Qu'on prenne le temps d'y aller. Si ça doit prendre 1 mois, 2 mois, prenons le temps. Si on doit investir de l'argent là-dedans pour que ça réussisse, investissons de l'argent. Si tout le monde doit s'investir, que tout le monde s'investisse. Mais ne pas y aller juste pour dire qu'on est allé à un dialogue. Parce que ce dialogue, c'est clair pour nous, il est formaté, il est administré et le départ est déjà biaisé. Merci, Madame Monsieur Sidibé. Alors, s'il ne faut pas aller à ce dialogue, que faut-il faire? Non, on n'en est pas là encore. On en est pourquoi on ne veut pas y aller. D'accord. N'est-ce pas? Je voudrais d'abord saluer le plaidoyer très brillant du Premier ministre Mara et de mon ami hier. Je voudrais surtout rassurer le Premier ministre Mara parce qu'il a dit qu'il ne faut pas tout stopper parce que nous avons des griefs. Je suis d'accord avec lui. Parce que nous sommes partis à l'atelier.
malgré tout ce que j'ai dit, malgré le fait que le processus n'ait pas été inclusif, que Ibeka a continué à saboter la confiance entre les partis, nous avons dit nous allons aller à l'atelier pour donner une chance encore au dialogue. Il y a beaucoup de gens de l'opposition qui ne sont pas partis à l'atelier tout simplement, parce qu'ils n'y croyaient pas. Nous sommes allés, parce qu'on croyait encore qu'on peut arriver à quelque chose. Donc pour vous dire que ce n'est pas ces griefs-là qui vont nous empêcher d'y aller. Deuxième chose que je voudrais dire, Monsieur le Premier ministre Mara a parlé des TDR corrigés. Nous, on ne les a pas encore reçus. Et je suis très surpris que les TDR corrigés existent. Nous ne l'avons pas reçu. Parce que nous avons été à l'atelier, je l'ai dit. Nos représentants ont été dans les 4 groupes qui ont travaillé. Nos doléances ont été discutées dans chacun de ces groupes. Et quand ils sont venus nous rendre compte, nous leur avons demandé quels sont les points de doléances qui ont été discutés en plénière et acceptés. Il n'y a pas eu de discussion en plénière. Chaque groupe est venu lire ses conclusions, mais il n'y a pas eu de synthèse de plénière en disant voilà, tel point a été accepté par les 4 groupes, donc l'atelier adopte ce point. Tel point a été rejeté par les 4 groupes, donc l'atelier rejette ce point. Tel point a été accepté par 3 groupes sur 4, donc il y a encore matière à débat en plénière. Et de cette manière-là, on sait en sortant de l'atelier quels sont les points qui sont définitivement adoptés et quels sont les points qui n'ont pas été adoptés. Mais ça n'a pas été fait. À ce jour, nous ne connaissons pas le contenu des TDR. Bon, mais nous savons une chose quand même, les points qui nous tenaient à cœur, qui ont été discutés, aucun de ces points n'a été passé, sauf un seul. Le seul point qui disait qu'il faut passer du dialogue politique au dialogue national. C'est le seul point qui a été adopté. Monsieur le Premier ministre a essayé de nous donner certains apaisements quant à la suite du processus. L'engagement du Premier ministre d'inscrire ça dans sa déclaration de politique générale, qu'est-ce que cela vaut? Franchement. Vous avez été Premier ministre. Vous avez fait une déclaration de politique générale. Si je me souviens bien, la route de Dioula était dans votre déclaration de politique générale. Et on en est où avec cette route-là? Je peux en citer beaucoup. À moins que je ne me trompe, ça peut être la déclaration de politique générale de Modibo Keïta aussi, mais toujours est-il qu'une déclaration de politique générale est une déclaration d'intention. Moi, Premier ministre du Mali, j'ai l'intention de faire ceci, ceci, ceci. Messieurs les représentants du peuple, donnez-moi ce mandat. Mais en ce moment-là, on fait ce qu'on veut faire. Nous, on ne veut pas de ça. Hein? Nous, on veut que, compte tenu de la gravité de la situation, qu'on se mette d'accord sur le minimum et que ce minimum, il va se faire. Il ne sera pas laissé dans un tiroir au bon gré du président de la République, comme ça a été le cas de la conférence d'entente nationale. La question de l'Azawad a été discutée à la conférence d'entente nationale. Une décision a été prise quasiment à l'unanimité. Qu'est-ce qu'Ibeka en a fait? Et vous croyez franchement que c'est ça qu'on va faire encore une deuxième fois? Non. Nous ne voulons pas de cela. Ensuite, qu'est-ce que nous avons constaté toujours dans le processus? Ils ont été regroupés la société civile avant la tenue même de l'atelier pour dégager une position de la société civile. Franchement, c'est quoi ça? Une tentative d'embrigadement, tout simplement. Donc, vous voyez encore une fois que ce n'est pas comme ça qu'on conduit un processus de dialogue sérieux. Ce n'est pas comme ça. Cher ami M. Samake, vous avez dit le dialogue là, c'est un peu partout maintenant en Afrique. Mais je suis désolé, nous sommes les seuls à être incapables de le faire. Et j'en ai honte, moi j'en ai honte. Le Burkina à côté, ils ont fait un dialogue là. Majorité et opposition représentées à égalité, plus la société civile pareillement. Ça n'a pas posé de problème. Le chef de file de l'opposition au Burkina était le premier à faire les premiers commentaires sur leur dialogue politique. Vous savez combien on était du FST au niveau de l'atelier seulement? Sur plus de 500 personnes, l'opposition réunie n'avait pas plus de 20 personnes. Vous croyez que cela rassure? Nous allons faire de la figuration dans ces conditions. Est-ce que vous, là où vous en êtes aujourd'hui, vous pouvez me dire comment les représentants des différentes couches de la société malienne seront représentés à ce dialogue-là? Vous pouvez me le dire?
Quels seront les critères de choix? Combien de la majorité y sera? Combien de l'opposition y sera? Combien de la société civile y sera? Vous pouvez me le dire? Et vous croyez franchement qu'on doit aller à un dialogue national sans savoir qui va y être et pour quelle représentation? L'inclusivité, ça commence par là. Je suis désolé. L'inclusivité, ça commence par là. L'inclusivité ne veut pas dire qu'il y ait un tendu et deux pelés de chaque et qu'il y ait 6000 personnes de l'autre côté. Non, ce n'est pas ça l'inclusivité. Donc, à ce jour aujourd'hui, peut-être qu'il pourra me démentir. Moi, je ne sais pas comment va se faire la représentation des différents segments de la société malienne à ce dialogue-là. Et je ne peux pas partir sur cette base. Je veux savoir ça. Je ne sais pas à la date d'aujourd'hui comment les décisions vont être prises à ce dialogue-là. Est-ce que ça va être la majorité? Ce qui poserait problème. Parce que quelque chose qu'on fait pour qu'on dise Maléon Bengando, tu ne peux pas aller dire 51 sur 100 sont d'accord, 41 ne sont pas d'accord, donc on fait. Est-ce que ça doit être 75% la majorité ou est-ce que ça doit être 100%? Oui, mais justement, M. Sidibé, vous savez cela? M. Sidibé, oui. C'était là justement tout l'intérêt de ma question, oui. quand j'insistais oui. sur le sens de l'inclusivité. Mais pendant que vous-même vous en parlez, oui. comment peut-on gagner les paris de l'inclusivité dans une telle situation? Je ne voulais pas aller à ce détail-là dès le départ, parce que je pensais que dans les débats, on reviendra sur les doléances des uns et des autres. Donc l'inclusivité, ce n'est pas que tout le monde est présent. L'inclusivité, c'est la représentativité. C'est la représentation. Vous comprenez? Vous prenez 3 de l'opposition, vous prenez 10 000 de la majorité, vous prenez 40 000 de la société civile. C'est ça l'inclusivité, ça? Certainement pas. D'accord. Merci. Donc je voudrais être très clair sur ça. Merci. Nous avons d'autres points, évidemment. Je crois que j'aurai l'occasion de revenir dessus. Certainement. Des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas prêts à aller à un dialogue qui n'est ni sérieux, ni crédible et dont on ne sait rien des règles à la date d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, M. Sidibé. M. Samaké, comment va-t-on faire pour gagner le pari de l'inclusivité? Je crois que... Oui, allez-y, allez-y. Nous sommes très engagés déjà dans cette voie. Les caprices, j'allais dire, l'opposition malienne est un peu plus capricieuse que l'opposition burkinabé. Le président malien, c'est vrai, a trébuché, et nombre de fois. Nous sommes maliens. J'ai toujours dit que ce dialogue nous appartient. Il faut qu'on s'en approprie. Les burkinabés, c'est vrai, ils ont pu tenir le dialogue. Ils n'ont pas suivi, j'ai parlé de la particularité de la méthodologie malienne. Monsieur le Premier ministre a bien souligné que la porte n'est pas fermée. Les TDR qui vont sortir ne constituent en aucun cas une finalité. Il faut qu'on s'en approprie. Je l'ai dit. Je n'ai aucune intention de représenter une majorité. J'ai toute l'intention de parler en tant que citoyen malien, épris de la paix et surtout aspirant à la prospérité de ce peuple. Alors pour cette raison, il est impératif que, et j'admire et j'apprécie la demande forte de l'opposition. Ils sont dans leur rôle et c'est comme ça qu'on apporte le changement. Nous l'avons vu au Mali aujourd'hui. Le peuple malien est le pouvoir décisionnel. Ce n'est point Ibeka. Ibeka a seulement une délégation du pouvoir de ce peuple. Quand le peuple demande, le peuple obtient. Nous l'avons vu à Kaï, nous l'avons vu à Kati. Quand le peuple demande, le peuple obtient. Ce qu'il veut et ce qu'il désire et sa prospérité et sa sécurité. S'il vous plaît, non, madame, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question de promesse. Le peuple décide de son sort. Mais malheureusement, le peuple malien a pour très longtemps délégué son pouvoir à autrui. Nous avons délégué notre pouvoir à des gens qui n'ont pas tenu les promesses qui ont abouti à cette délégation. Et c'est pourquoi, fort de ces frustrations, le peuple malien a dit « nous voulons cela aujourd'hui ». Ils l'ont obtenu. Si le peuple malien se levait demain et décidait que le Mali
sera à Kidal demain, que les forces de sécurité maliennes seront à Kidal, ils seront. Ou elles seront. L'administration sera à Kidal. Il suffit que le peuple le demande fortement. C'est le même scénario avec les résolutions exécutoires. Nous avons été l'un des premiers, en tant que parti intégrant de la majorité, à exiger que les résolutions du dialogue soient exécutoires. Parce que nous ne sommes pas là pour un régime. Quand il s'agit de dialoguer pour le bien-être du Mali, on ne peut pas se limiter seulement à une démarcation, comme le Premier ministre l'a dit, entre majorité et opposition. Il faut qu'on ait confiance aux Maliens. Il faut que Koniba Sidibé de l'opposition ait confiance que les positions que Yé Samake prendra au dialogue national ne sont pas inspirées d'un régime, mais plutôt de son amour et de son patriotisme pour le Mali. Tant qu'on ne se donne pas cette confiance-là, les Maliens vont se regarder en chien de faïence. Et ça ne sert personne. Monsieur Dissa, constatez avec moi que au Mali aujourd'hui, le processus qu'on a entamé, les uns et les autres, continue d'exiger qu'on perfectionne le processus est normal. Et je l'ai dit, on a demandé que ça soit inclusif, national. Ça a été. Le Premier ministre, d'ailleurs, que je ne soutiens pas du tout quand il dit que les résolutions seront dans le DPJ, dans la déclaration de politique générale. J'ai dit, c'est une violation de la Constitution. C'est une exigence. Le Premier ministre doit se soumettre aujourd'hui et tout de suite à sa déclaration de politique générale. Nous ne soutenons pas qu'il faille attendre, qu'il faille peloter le Mali à vue dans un pays en crise. Nous le disons, même en tant que majorité, parce qu'il s'agit du Mali. Maintenant, il faut qu'on ait confiance. J'ai confiance que Koniba Sidibé, en tant que membre de l'opposition, a le Mali à cœur. Et que chaque action et chaque propos que vous allez tenir contribueront à la résolution de cette crise. Et chaque Malien doit se conduire de la sorte. Parce que nous sommes dans une période de crise. Et le comportement d'homme d'État dans une période de crise doit suivre cette ligne-là. D'accord, merci. Je vais finir par dire ceci. Les 30 dernières années ont démontré que où on poussait les Maliens à la méfiance. Nous croyons au peuple jusqu'à présent. Nous pensons que le peuple malien est souverain et doit être souverain quand il s'agit des décisions qui vont affecter la vie de la femme rurale, la vie des jeunes du Mali, la vie des handicapés. Il est temps qu'on retourne la parole à ce peuple-là lors de ce dialogue. Ce n'est plus l'État. La méfiance qui nous conduit à dire que les gouverneurs, les préfets sont de l'État, ils vont prendre en otage le processus, constitue toujours cette méfiance qu'on a des uns des autres. Ils sont maliens avant d'être préfets. Nous devons croire en cela. Je ne soutiens pas du tout qu'il faille qu'on aille à des milliers de majorités et à des centaines de l'opposition. Non. Il faudrait, je suis entièrement d'accord qu'il faudrait définir le pouvoir décisionnel. Comment est-ce que nous allons prendre les décisions? Cela est ambigu jusqu'à présent. Mais à travers les demandes des partis concernés, nous parviendrons à arriver à une conclusion qui satisfaisante pour toutes les parties impliquées. Merci, M. Samake. M. Mara, comment va-t-on faire pour gagner les paris de l'inclusivité? Oui, c'est assez ardu, mais à mon avis, très sincèrement, quand j'écoute les uns et les autres, je pense que si chacun fait preuve d'objectivité et manifeste vraiment son intention de participer à l'exercice, je ne pense pas que les avis soient aussi contraires. Au lendemain de l'atelier de validation, moi, en tant que président du parti Élément, j'ai adressé un courrier
aux facilitateurs pour leur demander de faire le maximum afin que l'opposition participe au processus. Parce qu'on comprenait, on sentait dès les travaux de l'atelier de validation que les représentants de l'opposition risquaient de claquer la porte. Je vais dire ça comme ça parce que quelques-unes de leurs propositions n'ont pas été acceptées par les ateliers et les débats ont été quelquefois un peu virils et ça a donné l'impression à ces représentants de l'opposition qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Je pense que c'était réel, mais nous avons quand même souhaité que les facilitateurs fassent les efforts qu'il faut pour que l'opposition puisse participer au processus. L'opposition et puis d'autres acteurs politiques, parce que ce n'est pas seulement le FSD, il y a beaucoup d'autres acteurs politiques qui ne veulent pas participer au processus. Et nous avons demandé aux facilitateurs, s'il le faut, que le dialogue soit reporté. C'est-à-dire qu'on ne commence pas sans la participation de l'opposition. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, quand on entre dans le détail, est que nous fassions l'effort de comprendre. Si on prend une commune déterminée à l'intérieur de notre pays, la ligne entre l'opposition et la majorité n'existe plus. Dans la plupart des communes de notre pays, des fois l'opposition au niveau national est dans la majorité. Des fois la majorité et l'opposition gèrent ensemble la commune. Des fois ni l'opposition ni la majorité ne sont au pouvoir dans la commune. Donc il faut comprendre que la scission ou l'antagonisme qui existe au niveau national est très relatif au niveau local. Et quand on regarde la configuration qui ressort des termes de référence revus, on se rend compte qu'à l'échelle d'une commune déterminée, l'essentiel des représentants de la population se retrouvent dans le processus. Représentants politiques, représentants de la société civile, genre, société civile professionnelle, autres représentants, leaders religieux et autres. L'essentiel des représentants des populations se retrouve. Au niveau communal, au niveau cercle. C'est à partir du niveau régional que les choses, peut-être avec une présence un peu plus marquée des corps constitués. Et effectivement, les corps constitués, il ne faut pas les assimiler au pouvoir. Il ne faut pas les assimiler à la majorité. Les corps constitués sont des corps constitués, quel que soit celui qui dirige la collectivité. Donc, en réalité, les points de friction ou les antagonismes en termes d'inclusivité, de participation, au niveau local en tout cas, je pense que la question ne se pose pas vraiment. La question risque de se poser à partir du niveau régional et du niveau national. Et là, moi je veux bien croire que les portes ne sont pas encore fermées. Vous avez les facilitateurs qui sont là, l'opposition est là, d'autres acteurs sont là. Il faut que les discussions continuent pour que l'essentiel des préoccupations puisse être prises en compte afin qu'on puisse avancer dans le processus. Pour le processus décisionnel, l'atelier de validation a retenu le consensus. Et à défaut de consensus, ceux qui dirigent le processus, que ce soit au niveau communal, niveau local, niveau régional ou niveau national, s'emploieront à obtenir quand même le consensus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a de la place pour que les oppositions s'expriment. Moi, j'ai assisté aux 2 jours de l'atelier de validation. J'étais dans un groupe. Je peux vous dire que la plupart des positions de la majorité sur les questions clés ont été battues en brèche par les participants. C'est ce qui a amené au fait qu'on dise l'accord, on le met en débat. On ne va pas se poser la question de comment on va accélérer la mise en œuvre de l'accord de paix, mais on le met en débat. Ça s'est imposé. Et les représentants de la majorité n'y pouvaient rien, puisque la majorité des groupes sont allés dans ce sens. Et idem pour le référendum. Donc, sur les questions majeures, je suis sûr que les discussions peuvent permettre d'arriver à des points d'accord entre ces différents antagonismes. Sur la durée, même sur la durée, les organisateurs sont flexibles. Il est prévu qu'au niveau communal, au niveau du cercle, les débats durent 2 jours.
ces 2 jours sont effectivement, en tout cas au niveau cercle, c'est peu. Au niveau communal, je ne sais pas encore, mais au niveau cercle, je pense que c'est peu. Niveau régional, c'est prévu 3 jours et au niveau national, c'est prévu 2 semaines. Je pense que à ces différents niveaux, les organisateurs ont indiqué dans les discussions que nous avons eues avec eux que s'il faut ajouter 1 jour, 2 jours ou 3 jours à des débats parce que les débats sont intéressants, ça ne sera pas fermé. Donc là aussi, ça veut dire qu'il y a des possibilités. Moi, je veux bien qu'on le comprenne ainsi. Le gouvernement a ses ambitions, c'est clair. Et ce que vous avez dit, c'est évident. La mise en œuvre de l'accord de paix, le référendum constitutionnel, oui. Mais le peuple est là. Et le peuple va participer dans ces différentes composantes. Et le peuple, ce n'est pas seulement nous les politiques. Et je dirais même, nous les politiques, nous sommes minoritaires aujourd'hui dans le peuple. Il faut faire confiance à ce génie malien. Il faut organiser le processus de telle sorte que les gens y participent. Et pour les conclusions aussi, il n'y aura pas d'étape de synthèse. Les conclusions des communes vont être acheminées directement au niveau national. Donc il y aura un travail extraordinaire au niveau du comité d'organisation pour essayer de rassembler les débats des 600 et quelques communes. Je crois que l'administration prévoit au moins 611 communes où ce sera possible de tenir les débats, au-delà des cercles et des régions. Donc il n'y aura pas d'étape où les gens vont recevoir, ils vont faire la synthèse, ils vont mettre ce qu'ils veulent. Ça aussi, c'est pour justement éviter qu'il y ait des biais. Il y a des vannes qui ont été ouvertes. Et moi, je veux bien croire que si nous nous y mettions tous, nous pouvons arriver à des résultats beaucoup plus satisfaisants que ceux qu'on constate aujourd'hui. D'accord. Merci, M. Mara, Mme Si. Alors, nous sommes tous d'accord que ce dialogue est une chance et qu'il nous faut dialoguer. Alors, en dernière question et question plateau pour tout le monde, que faut-il faire pour vraiment sauver ces dialogues? Continuer à monter la pression, comme l'a indiqué M. le Premier ministre, puisque les vannes sont ouvertes, il faut continuer. C'est sûr que le peuple malien aspire à ce dialogue-là. Mais le peuple malien ne veut pas d'un dialogue juste pour dire qu'on a fait le dialogue. Il veut que cette fois-ci, ce qui va être décidé, et là, pour une fois, je suis d'accord avec mon voisin, retourner la parole au peuple, c'est ça. Hein. Tout le monde parle au nom du peuple. Les politiques, nous autres, chacun se réclame du peuple. Mais pour une fois, donnons la parole à ce peuple-là. Qu'il puisse venir dire, voilà ce que moi je vis comme difficulté, le mal-vivre qu'il y a, et voilà les solutions que je propose. Et une fois que j'ai dit les solutions, je les connais, c'est ça, qu'on accepte que ce soit ça qui soit appliqué. Aujourd'hui, honnêtement, est-ce que le problème des Maliens au niveau de ces communes-là, si on parle de la commune pour remonter, est-ce que ce qui les préoccupe aujourd'hui, est-ce que c'est la mise en œuvre de l'accord? Pas du tout, ce n'est pas leur affaire. Ils ne comprennent rien. Ce n'est pas une question d'appropriation. Les gens, dès le départ, ont compris que cet accord-là n'est pas bon pour le pays. Et ils vont continuer. Les Maliens n'accepteront pas ce que les gens veulent nous imposer. Les Maliens veulent un agenda qui soit l'agenda du Mali. Agenda Mali, pas un agenda qui va être imposé par qui que ce soit. Donc, ok, retournons la parole au peuple. Et je suis convaincu que chacun de nous aime ce pays-là à sa façon. Et chacun de nous a peut-être des solutions qui peuvent être différentes, mais chacun aimerait qu'enfin on sorte de cette situation parce que ce n'est plus tenable. Ça aussi, c'est clair. Bon, monsieur le maire, si vous voulez qu'on se fasse confiance, surtout vous, les politiques, que vous vous fassiez confiance les uns aux autres, il y a des expressions qu'il faut éviter. Hein. Il ne faut pas faire comme votre président, hein, ou comme notre président. Il ne faut pas voilà, parler des caprices de l'opposition. Ça n'aide pas à rétablir la confiance. Ça dit que chacun se mette dans la tête qu'il n'est pas plus malien que l'autre. Et que si on veut un véritable dialogue, le dialogue, ça ne va pas être entre ceux qui sont déjà d'accord. Hein. C'est ceux qui ne sont pas d'accord, entre eux là, qui doivent s'accorder sur quelque chose. Ça, c'est clair. Ouais. Non. Je ne sais pas si c'est l'anglais que vous parlez. Je ne sais pas si c'est l'anglais que vous parlez, là, que vous traduisez, mais ce n'est pas ça. Et je suis d'accord avec vous aussi que si le peuple demande fortement quelque chose, il peut l'obtenir. Et c'est pourquoi, justement, il faut que le peuple malien se mobilise pour refuser qu'au détour d'un exercice aussi important, primordial pour notre pays, là, qui est le dialogue national inclusif, qu'au détour de cela, qu'on lui impose ce qu'il ne veut pas, qu'on lui impose
la partition de son pays, qu'on lui impose, je ne dis pas qu'il ne faut pas toucher à la Constitution, mais qu'on révise la Constitution juste parce qu'on a pris des engagements par rapport à l'accord pour la paix, et qu'on veut intégrer cela, que le peuple malien révise cela. Que le peuple malien dise, revoyons ce qui a été signé en notre nom sans nous consulter. Au passage, je signale que l'Assemblée nationale n'a pas eu connaissance de cet accord-là. Donc si au moins la représentation nationale avait eu connaissance, on aurait pu comprendre. Donc on peut bel et bien trouver une solution si ceux qui sont aux affaires, parce que chaque acteur est dans son rôle, hein. Ce n'est pas la société civile. J'ai vu effectivement quelques rapports, j'ai lu quelques rapports de l'atelier organisé au niveau de la société civile. J'ai vu ça, c'est très intéressant. Mais chacun est dans son rôle. Il y a ceux qui décident, il y a les acteurs qui proposent, mais il y a ceux qui en dernier ressort décident. Et donc chaque acteur est dans son rôle et aujourd'hui, ce qui est demandé à chaque acteur, c'est d'assumer ses responsabilités face à l'histoire. Face au peuple malien, c'est que chacun assume ses responsabilités. Ne pas indexer des gens parce qu'ils ne veulent pas aller au dialogue en disant, bon, en fait, ils en veulent à X, ils ne veulent pas que le régime réussisse. Ce n'est pas ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, le président lui-même a été obligé de reconnaître que le pays est en guerre. Chef suprême des armées, chef de l'État, chef suprême des armées, il a dit que le pays est en guerre. Donc, on est dans une situation extrêmement grave, on ne peut pas s'amuser avec cela. Il faut que les gens prennent conscience de cela et que chacun prenne ses responsabilités. Nous veillerons, au niveau de notre plateforme Anko Mali Droit, à ce que tout ce qui se fera, que ce soit d'abord dans l'intérêt du peuple malien, dans l'intérêt du Mali. Si les autres veulent venir nous aider à mettre en œuvre notre feuille de route, tant mieux, c'est tout ce que nous demandons. Mais que personne ne vienne essayer de nous imposer une feuille de route quelconque sous prétexte que, bon, si ça va mal au Mali, ça va aller mal ailleurs. C'est vrai que si ça ne va pas bien au Mali, ça ira mal ailleurs, mais nous avons les ressources pour décider de ce qui est bien pour le Mali. Merci, Madame Si. Monsieur Sidibé, que faut-il faire pour sauver les dialogues? Je pense que Madame Si a bien abordé la question. Ce qu'il faut faire, c'est continuer avec la pression. Et deuxièmement, amener les uns et les autres à mettre le Mali au-dessus de tout. Tant que ce ne sera pas le cas, on n'arrivera à rien de bon. Et je dois dire que je suis tout à fait heureux que le Premier ministre Mara ait constaté effectivement que l'opposition a été bien malmenée à cet atelier. Est-ce que cela est de nature à nous encourager? Bon. Deuxième chose que je voudrais dire, je ne sais pas si c'est mon ami hier ou si c'est le Premier ministre Mara qui a parlé de comportement d'homme d'État. Ah, c'est hier. Bien, comportement d'homme d'État pour moi, c'est d'abord être exemplaire dans la gouvernance du pays. Est-ce que vous croyez que c'est le cas aujourd'hui? Si les gens se comportaient en homme d'État, ça ne se passerait pas comme ça. On n'aurait pas perdu autant de temps à discuter simplement pour aller dialoguer. Vous vous rendez compte? Nous prenons des mois et des mois pour simplement pouvoir dire, bon, on est d'accord, on va dialoguer. Ce dialogue va prendre combien de temps? Si on prend des mois seulement pour se mettre d'accord, qu'on va dialoguer. Donc c'est parce que justement, ce comportement d'homme d'État dont vous parlez n'est pas là. Les gens ont d'autres agendas qui ne se disent pas. On continue à insulter, on continue à menacer, on continue à intimider. Donc, tout cela est quand même assez malheureux. Moi, je voudrais que monsieur le Premier ministre Mara nous confirme. Parce que nous n'avons toujours pas eu les TDR. Or, lui, il semble les avoir. Ce qui est déjà d'ailleurs un peu gênant. Parce que tous les acteurs doivent les avoir au même moment. Ce que nous avons demandé, il a cité 2 points. L'accord pour la paix et la réconciliation. Nous avons demandé ceci, très clairement. Qu'on ouvre le débat sur les retards et blocages de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d'Alger, sur l'applicabilité de certaines de ces dispositions et le cas échéant envisager la relecture. Est-ce qu'il est dit clairement que, 1, on va discuter de l'accord, des éléments qui ne sont pas applicables, et de la relecture qu'il faut? Est-ce que c'est clairement dit comme ça? Parce que vous savez, nous sommes tous des hommes politiques. Il y a 1000 manières de dire la même chose, et de dire des choses sans rien dire. Ensuite, le Premier ministre Mara a parlé de la révision de la Constitution. Nous avons dit ceci. Ouvrir le débat sur l'opportunité et la pertinence de la révision constitutionnelle en ce moment.
en raison, entre autres, de l'absence de l'État à Kidal, la persistance, voire l'aggravation de l'insécurité, la nécessaire mise en place des règles et mécanismes permettant la transparence des consultations électorales. Est-ce qu'il a été dit très clairement qu'on va discuter non seulement de l'opportunité, mais aussi de la possibilité de faire un référendum constitutionnel en ce moment? Moi, je vais avoir les assurances parce que je n'ai pas eu le TDR définitif. Mais les gens qui nous ont représentés ne nous ont pas dit cela, malheureusement. Donc, ça, c'est peut-être des évolutions. On attendra de voir le texte définitif. Mais toujours est-il qu'il y a encore, sur les 7 points que l'opposition a demandé, le dernier, c'est la mise en place d'un comité de suivi indépendant. Est-ce que cela a été accepté? Mais moi, je n'en sais rien, parce que je n'ai pas les TDR. Et ceux qui nous ont représentés ne nous ont pas dit que cela a été accepté. Donc, tout ça pour dire qu'il ne sert absolument à rien de faire semblant. Un dialogue doit être sincère, sérieux et franc. Et aboutir à des éléments qui servent le pays, qui doivent être appliqués. Quand le Premier ministre Moussa Mara me dit que, bon, Ibeka dans tout ça, c'est pas lui, c'est le peuple. Non, franchement, je suis désolé. C'est Ibeka le chef de l'exécutif, avec son gouvernement. Tout ce que nous allons nous dire au dialogue national restera que du verbiage si eux, ils décident de ne pas appliquer. D'accord, merci. Donc c'est eux le porteur principal du projet et leur engagement importe plus que tout le reste. Merci M. Sylvie, il ne nous reste plus que 8 minutes. Il faut que je puisse donner la parole à M. Samaké et à M. Mara et aussi pour leur dernier mot. M. Samaké, que va-t-on pouvoir faire, mais vraiment pour sauver ces dialogues-là? Nous sommes face à notre histoire. Nous pouvons le faire. Nous avons l'obligation de réussir là où nos aînés ont trébuché. Je reviens là-dessus. J'ai dit simplement que l'opposition malienne est un peu plus capricieuse que l'opposition burkinabé. Et ce n'est pas un mal. Et je l'ai dit aussi, c'est cette pression de l'opposition malienne qui fait que nous allons aller vers un processus plus ou moins parfait. Et donc, ne le prenez pas en mal. J'ai dit aussi que le président a trébuché. Je puisse vous dire que nos aînés, à un certain moment, nous ont déçus. Que Ibeka aille dans un journal et dire les propos qu'il a tenus et que Soumaïla réponde de la façon dont il a répondu, pendant que nous sommes préoccupés par l'éducation, la sécurité, la santé, la sécurité alimentaire dans ce pays et la crise multidimensionnelle. Je crois qu'ils sont tombés vraiment très bas. Il faut le reconnaître. Ce sont nos aînés. Et nous ne voulons pas répéter ces mêmes erreurs qu'ils continuent de commettre. C'est pourquoi nous exigeons que le peuple, qu'ensemble nous reprenions le contrôle de notre destin commun. Je vais dire ceci. Le processus électoral, le processus du dialogue déjà, a porté un fruit. Aujourd'hui, certains membres signataires sont sortis parce que il est question d'ouvrir l'accord de paix au dialogue. On ne peut plus continuer à s'accrocher à un accord qu'on ne parvient pas à appliquer. Il est temps qu'on aille vers une discussion, un dialogue sur cela. La révision constitutionnelle, c'est déjà un acquis. Oui, le triumvirat dit que seule la Constitution est la limite des débats. Aucun sujet n'est tabou. Si M. le Premier ministre a les thèmes de référence, ça n'a pas été donné officiellement. Peut-être qu'il a des représentants ou par d'autres voies, mais ça n'a pas encore été distribué. Ce que nous savons aujourd'hui nous a été rapporté par nos représentants qui étaient là. Mais nous devons être d'accord
aujourd'hui qu'un pas a été franchi. Nous allons vers un dialogue. Le dialogue doit se tenir. Nous avons tous conclu que le dialogue s'imposait. Que ce n'est pas seulement la volonté d'un président de la République, mais c'est une volonté collective. Alors, que faut-il faire pour qu'on ait à ce dialogue? Nous acceptons et nous encourageons les nouvelles perspectives. Nous encourageons la pression pour que nous puissions aller à la satisfaction générale avant le dialogue. Mais nous ne pouvons pas, en aucun cas, avoir les conclusions du dialogue avant le dialogue. Merci. Est-ce que les décisions seront exécutées? C'est le dialogue qui va décider de tout cela. D'accord. Merci, M. Samaké. M. Mara, il ne nous reste plus que 5 minutes. Oui, très rapidement, par rapport à certaines questions de Konimba, ce que moi j'ai vu dans les termes de référence revus, c'est que l'accord de paix sera mis en débat. Et quand on dit l'accord de paix est mis en débat, je pense que ce que lui il a dit est forcément à l'intérieur. Il y a d'autres personnes qui ont de l'accord de paix une position qui est exactement opposée. Et ces personnes sont aussi des Maliens. Quand on dit mettre en débat quelque chose, ça veut dire qu'il faut aborder toutes les questions qui sont en rapport avec cette chose-là. La même rédaction est faite sur le référendum. Le référendum sera mis en débat. Donc mettre en débat ceux qui pensent que ce n'est pas opportun, ceux qui pensent que c'est opportun, les uns et les autres viendront échanger de ces questions. Mais moi je dis, même si ce n'était pas écrit comme ça, c'est-à-dire même si les termes de référence étaient écrits de telle sorte que la position du gouvernement apparaissait très clairement, on dit généralement que les assemblées sont souveraines. Quand on ouvre des débats quelque part où les gens viennent rejeter ce qui est indiqué dans les termes de référence, il va falloir que le rapporteur au moins il en tienne compte. C'est pourquoi pour moi, la volonté d'aller aux discussions ne doit souffrir d'aucune exception. Il faut vraiment que nous tous ici, comme on l'a reconnu à l'unanimité, on constate que les Maliens doivent se parler. On doit entendre les Maliens. Et donc, nous devons tous y participer. Il est clair que les efforts les plus importants doivent être fournis par le pouvoir. Et ça, c'est incontestable. C'est le pouvoir qui décide, c'est le pouvoir qui exécute. Et donc, nous devons tous profiter de ce plateau pour interpeller les autorités, au premier rang desquelles le chef de l'État lui-même, pour qu'il s'implique afin que des assurances soient données à ceux qui voudraient avoir des assurances afin que tout le monde puisse participer à l'exercice. Il faut vraiment qu'ils s'impliquent. C'est eux qui doivent faire des efforts et c'est eux qui seront comptables du succès ou de l'échec que Dieu nous en garde de l'exercice. C'est incontestable sur ce plateau, c'est eux qui doivent faire des efforts. Et ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Pour ce qui concerne le processus de suivi, c'était déjà le cas dans les termes de référence dans leur version initiale, et c'est le cas dans l'accord politique de gouvernance. C'est la plénière du débat qui va mettre en place l'équipe en charge du suivi, l'équipe indépendante en charge du suivi. Et cette plénière-là, si on travaille tous, je pense qu'on peut arriver à ce qu'elle soit représentative, quel que soit le niveau où la plénière aura lieu, du niveau communal ou au niveau national. Donc moi, simplement, je pense que nous avons une position unanime entre nous quatre sur l'impérieuse nécessité que les Maliens doivent travailler à définir leur propre agenda de sortie de crise. Que les Maliens s'approprient le Mali. C'était la version initiale de ce que nous avons suggéré à l'équipe de facilitateurs à donner comme objectif au dialogue. C'est-à-dire, si le dialogue doit aboutir à quelque chose, c'est que les Maliens s'approprient enfin de leur pays. Que nos partenaires soient des accompagnateurs, mais pas des initiateurs. Je pense que si chacun s'emploie, on peut arriver à ces résultats. Moi, en tout cas, je suis optimiste. Merci, Monsieur Mara. Mesdames, Messieurs, c'était votre émission politique, le débat, qui ce soir
posait la grande question, le dialogue national inclusif, faut-il aller ou non avec Madame Si Kadiatousso, présidente du comité exécutif de l'ADEMA Association, présidente également de la plateforme Anko Malidron. Elle a été gouverneure, première femme gouverneure au Mali. Elle a été ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Notre second invité était M. Kouniba Sidibé, président du parti MODEC, Mouvement pour un destin commun, ancien ministre de la promotion de l'investissement et du secteur privé. M. Nyankoro Yesamake était notre troisième invité. Il est le président d'honneur du parti PACP, Parti pour l'action civique et patriotique, ancien ambassadeur du Mali en Inde. Et enfin, nous étions en compagnie de M. Moussa Mara, président du parti Yelema, ancien premier ministre du Mali. Quant à vous, mesdames, messieurs, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée en compagnie toujours des programmes d'Africable Télévision. Passez une excellente semaine de travail. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de Politique les débats. Portez-vous bien et au revoir. Ayo janto